Et ça me fait plaisir d'être ici ce soir pour vous parler de ce sujet qui me passionne depuis maintenant plusieurs années, une bonne quinzaine d'années, je dirais. C'est celle de la première découverte d'une planète extrasolaire. Donc, on appelle ça aussi des exoplanètes. Donc, planète extrasolaire, exoplanète, c'est la même chose. Donc, ce que vous voyez ici, en fait, c'est une vue d'artiste du système planétaire que nous avons trouvé. Donc, vous avez le Soleil ici. C'est une étoile qui est relativement jeune, qui a 60 millions d'années. Ça vous paraît vieux, là, mais à l'échelle cosmique, 60 millions d'années, c'est un petit clin d'œil. Donc, c'est une étoile un petit peu plus massive que le Soleil, 30 fois, 50% plus massive que le Soleil. Et autour tournent au moins 3 planètes. Il y en a probablement d'autres, on ne le sait pas encore, mais on en a trouvé 3. Mais ce qui est particulier, c'est qu'on a réussi à prendre des images. Donc, ce que je vous propose ce soir, c'est de vous raconter un peu cette histoire-là, comment on a fait cette observation-là. Donc, c'est un programme de recherche qui est assez pointu, qui n'existe depuis peut-être 15 ans environ. Donc, c'est un domaine en pleine effervescence. Et, comme l'a dit Sébastien, cette première découverte-là a été réalisée ici, au Canada, au début. Donc, j'ai listé ici des gens importants, mes deux collaborateurs principaux, Christian Marois et David Lafrenière, qui sont deux de mes anciens étudiants à l'Université de Montréal. Christian a été le meneur de l'équipe scientifique de cette découverte-là, et nos collaborateurs américains ici qui nous ont aidés. Donc, commençons d'abord par exposer une question. Pourquoi vouloir observer pouvoir trouver des exoplanètes? On peut le dire en mots, mais je pense qu'une meilleure façon de l'exprimer, c'est par une image que vous avez déjà vue il y a quelques secondes. C'est le lever de Terre, obtenu par les astronautes de la mission Apollo 8, si je ne m'abuse. Les pauvres, ils n'ont pas réussi à lunir sur la Lune, mais lorsqu'ils ont fait le tour de la Lune, ils ont vu ce spectacle-là, un spectacle absolument ahurissant, le lever de la Terre. Et je pense que ça illustre, ça serait bien. Ça démontre plusieurs choses. D'abord, ça démontre la beauté de la Terre. C'est la seule planète qui est aussi colorée que ça dans le système solaire. Elle est très, très jolie. Et ça montre aussi qu'elle est très fragile. À l'échelle cosmique, c'est un grain de poussière. Hein? Donc, on aimerait bien savoir s'il existe des planètes comme ça à l'extérieur de notre système solaire. Et lorsqu'on en a retrouvé, on va se poser aussi la question, est-ce qu'il y a de la vie à la surface de cette planète-là? Et pourquoi pas, même de la vie intelligente. Donc, on n'est pas encore en mesure de prendre des clichés comme ça de planète Terre, mais nous sommes capables maintenant, nous avons la technologie de pouvoir au moins prendre des clichés de planètes, mais pas des planètes terrestres, mais des planètes géantes. Et c'est ce dont je vais discuter aujourd'hui. Donc, ça, c'est une idée qui est relativement vieille, cette idée de trouver d'autres mondes, et je remonte il y a très, très longtemps, à l'époque de Galilée, par ce moine qui s'appelait Giordano Bruno. Il avait eu une intuition absolument incroyable. Et je vous lis textuellement ce qu'il avait affirmé à l'époque. C'était autour de 1600. Il y a d'innombrables soleils et d'innombrables terres, toutes tournant autour de leur soleil, comme le font les 7 planètes de notre système. À l'époque, il y avait 7 planètes, la Lune était inclue là-dedans. Là. Nous n'en voyons que les soleils, parce qu'ils sont les plus grands et les plus lumineux. Mais leurs planètes nous restent invisibles parce qu'elles sont petites et peu lumineuses. Les innombrables mondes de l'univers ne sont pas pires et moins habités que notre Terre. Wow! Écoutez, ça a été écrit il y a 400 ans. Malheureusement pour lui, pour avoir tenu ces propos-là, il a été brûlé sur un bûcher. Donc, les temps ont changé un peu. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une planète? Bon, vous avez ici un portrait de famille qui vous est familier, je pense. Ce sont les planètes de notre système solaire qui sont montrées ici dans une perspective pour montrer leur grosseur relative, pas en termes de distance. Donc, vous avez bien sûr Mercure ici, donc en ordre. Mercure, vous avez ensuite Vénus, notre bonne vieille Terre avec sa grosse Lune, Mars. On va laisser passer la ceinture d'astéroïdes qui est entre les planètes terrestres. Donc, ces planètes-là ont la caractéristique d'être des planètes rocheuses. Donc, c'est des planètes solides sur lesquelles on peut marcher. Tandis qu'au-delà, on a les planètes géantes. Donc, Jupiter, la plus grande, et ensuite Saturne, la plus spectaculaire, Uranus, Neptune, et notre bonne vieille Pluton, qui n'est plus une planète, je vais en parler dans 2 secondes, mais qui est quand même un corps important dans notre système solaire. Donc voilà, si on avait à dire qu'est-ce qu'une planète, vous avez en tête probablement ces images-là. Mais en fait, il y a quelques années, ça fait couler beaucoup d'encre la notion de qu'est-ce qu'une planète. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis à découvrir un paquet de corps célestes dans notre système solaire, des corps aussi gros que Pluton, par exemple Eris, qui est d'ailleurs plus grand que Pluton. Et là, on s'est posé la question, les astronomes se sont posé la question, OK, est-ce qu'on va
donner le statut de planète à ces objets-là. Et donc, les astronomes ont dû trancher. Et à la conférence internationale de l'Union astronomique internationale en 2006, on a finalement déclaré que, en fait, Pluton n'est pas une planète. Et ça a fait couler beaucoup d'encre parce que, entre autres, Pluton a été découvert par un astronome américain. Et bon, les Américains n'étaient pas contents. Mais maintenant, on a une définition. Donc, la définition d'une planète, c'est la suivante. Donc, c'est un corps solide. Oh, pardon. C'est un corps qui est en orbite autour d'une étoile. Ça, c'est la première définition d'une planète. C'est aussi un corps qui est suffisamment massif pour être rond. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un corps comme un astéroïde qui a une forme patatoïde, si vous voulez, là. Mais cette forme-là, le corps n'est pas suffisamment massif pour le lisser, si on veut, pour le rendre rond. Donc, on veut qu'il soit rond. On veut aussi qu'il ait éliminé les corps sur son orbite. Donc, ce n'est pas le cas de Pluton. Par exemple, Pluton recoupe l'orbite de Neptune. Donc, par définition, Pluton n'a pas vraiment nettoyé son orbite. Donc, tandis que les autres planètes, il n'y a pas d'autres corps qui orbitent sur l'orbite. Ce n'est pas tout à fait vrai, remarquez, là, Jupiter, il y a ce qu'on appelle les satellites troyens, là, mais généralement, c'est à peu près la définition. Une autre définition, c'est que c'est un peu arbitraire, c'est que la masse, le poids, si on veut, là, du corps en question, doit être plus petit que 13 fois la masse de Jupiter. Je vais y revenir pourquoi. Donc, Pluton, Eris maintenant ont le statut de planète naine. OK. Alors, voilà un exemple ici de notre système solaire. Vous avez le Soleil. En fait, on n'a pas illustré les planètes terrestres parce qu'elles sont beaucoup trop près du Soleil ici. Donc, on voit les planètes géantes, Pluton ici, Neptune. Et vous voyez Eris. Et elle a une forme très particulière. Elle a une forme très allongée. Son orbite est très allongée, tandis que les planètes de notre système solaire sont grosso modo assez circulaires. Donc, c'est ce qui caractérise en général les planètes naines. Elles sont des orbites très, très allongées et aussi très inclinées. Donc, c'est ce qui caractérise à peu près notre propre système solaire. Donc, je vais vous parler maintenant d'un autre corps céleste qu'on appelle une naine brune. Pourquoi je vous parle d'une naine brune? C'est un peu bizarre, hein, comme nom, une naine brune. Il existe aussi des naines rouges. Il n'existe pas de naine noire, que je sache. Bon, alors, une naine brune, c'est quoi? En fait, c'est une étoile manquée. C'est un corps qui n'a pas suffisamment de masse pour allumer des réactions nucléaires dans son centre. Là, je parle un peu très technique, là, mais qu'est-ce qui allume le Soleil? Ce sont des réactions nucléaires dans son noyau. Deux atomes d'hydrogène qui sont fusionnés ensemble pour former un atome d'hélium. Et cette réaction-là engendre énormément d'énergie selon la fameuse réaction la fameuse équation d'Einstein, E égale mc carré. Donc, c'est une étoile manquée. Donc, on prenait une boule de gaz qui s'effondre sur lui-même. Et si la température est suffisante dans son centre, ça va allumer des réactions nucléaires. C'est une étoile. Mais si la température n'est pas assez élevée, ça va former un corps qu'on appelle une naine brune. C'est un objet qui a à peu près la dimension de Jupiter, mais qui est beaucoup plus chaud. Et ça, c'est des objets que les astronomes ont cherchés depuis très, très longtemps. Donc, il y avait une course pour trouver des planètes, mais en parallèle aussi pour trouver des naines brunes. Et c'est important aussi pour la recherche d'exoplanètes dont je veux parler. Alors, c'est aussi un corps céleste qui a un corps entre 13 fois et 75 fois la masse de Jupiter. Pourquoi? Parce qu'au-delà de 75 fois la masse de Jupiter, on a assez de masse pour faire une étoile. Okay? Donc, en deçà de cette limite-là, on a affaire à des naines brunes. Au-delà, on a affaire à des naines rouges, des étoiles. Et en deçà de 13 fois la masse de Jupiter, on ne peut pas faire ce qu'on appelle de fusion du deutérium. Le deutérium, c'est un atome d'hydrogène avec un proton en plus, là, et c'est plus facile de les fusionner ensemble. Donc, les naines brunes peuvent faire de la fusion du deutérium. Bon. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est ce qu'il y a en haut. C'est que c'est une étoile manquée, c'est une étoile, un corps céleste qui n'a pas suffisamment de masse pour allumer des réactions nucléaires. Alors, la première a été découverte en 1995, et depuis, on en a recensé à peu près 600. Et d'ailleurs, un des programmes de recherche importants ici au Mont-Mégantic, c'est de chercher des naines brunes, et d'ailleurs, on en trouve beaucoup, du moins par rapport à ce qui se trouve dans le monde. Alors, voilà la première image d'une naine brune. Donc, voilà une première image qui a été obtenue en 1994 au télescope Palomar. Vous avez une étoile ici, et juste à côté, un petit point lumineux, qui a l'air faible ici, mais qui est relativement brillant. Ces observations-là ont été faites dans l'infrarouge. Et un peu plus tard, avec le télescope Hubble, là, on voit beaucoup mieux. C'est le même objet, mais avec le télescope Hubble, donc on a une meilleure définition des images. Et la raison pour laquelle on savait qu'on allait affaire à une naine brune, c'est qu'on a pris un spectre. C'est quoi un spectre? C'est quand la lumière passe à travers un prisme, on voit un arc-en-ciel. Et lorsqu'on regarde cet arc-en-ciel-là en détail, on voit des bandes d'absorption qui trahissent